Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et merci d'être fidèle au journal écho de Lyon Décideur. Un nouveau plan stratégique ambitieux pour l'INSA Lyon. On en parle dans un instant avec notre invité, Frédéric Fotiadu, le directeur de l'INSA Lyon. Mais pour commencer, quelques infos en bref avec la tour Silex 2, l'ex-tour EDF de 130 m² à la Part-Dieu, rénovée et agrandie par Covivio. Ces 31 000 m² de surface sont d'ores et déjà occupés à 92%, principalement par Solvay, Orsis et Covivio. Au total, quelques 160 millions d'euros ont été investis dans ce projet. Il reste encore un peu de foncier pour un éventuel Silex 3. La prochaine et dernière tour de la Skyline de la Part-Dieu sera la tour Toulion à la sortie de la gare, occupée principalement à partir de 2024 par le groupe Apicil. La future Arena située au cœur de Well Valley fait l'objet d'un contrat de naming. Elle s'appellera LDLC Arena, ce qui est somme toute logique quand on sait qu'elle sera occupée pour une bonne part par LDLC Asvel, notamment pour les matchs de l'Euroleague. D'une capacité de 12 000 à 16 000 personnes, la salle accueillera entre 100 et 120 events par an, des séminaires, des salons professionnels et des compétitions de e-sport. Le naming qui prend effet dès maintenant se poursuivra sur 8 ans à compter du début d'exploitation. Elton Cuisine affiche de grandes ambitions. La marque haut de gamme de Cuisine Aviva entend se développer en franchise et veut passer de 5 à 40 points de vente d'ici à 5 ans. De son côté, Aviva a franchi la barre des 100 magasins, 105 exactement. Le groupe créé par Bernard Abou vise un ensemble de 200 magasins avec 2 enseignes d'ici à l'été 2023. Université de Lyon, toujours pas de président. Les 3 tours de scrutin n'ont pas permis de dégager une majorité claire entre Franck Debouc, l'ex-directeur de Centrale Lyon, et James Walker, si bien qu'un deuxième administrateur provisoire a été désigné. Après Stéphane Martineau, c'est donc Luc Johan qui supervise l'Université lyonnaise. Il est ancien recteur de l'Académie de Lille, de Limoges et ancien président de l'Université Paul Verlaine de Metz. Enfin, le chiffre du jour, 100, comme le nombre d'entreprises fédérées par le collectif L'Entreprise des Possibles, lancé par Alain Mérieux voici 3 ans. La 100e se trouve être l'Institut Paul Bocuse. En 3 ans, 3 000 personnes ont été aidées et 1 250 mises à l'abri. Plus de 1 100 000 euros ont été collectés cette année pour soutenir 18 projets d'aide à des femmes seules avec enfants et à des jeunes en détresse. Place à notre invité à présent, Frédéric Fotiadu. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'INSA, vous êtes en poste depuis 2 ans maintenant. Vous connaissez bien le monde de la formation des ingénieurs pour avoir fusionné, je crois, plusieurs écoles à Marseille auparavant. Comment est-ce que vous définissez l'INSA, un des leaders en matière de formation des ingénieurs en France ? Oui, absolument. Un leader historique, une école qui a été la première à former des ingénieurs en 5 ans, donc des bacheliers. Et c'est une école qui forme des ingénieurs de très haut niveau, une école très sélective aujourd'hui, dans une palette de spécialités, et puis surtout avec un modèle qui est celui de l'ingénieur humaniste qui nous différencie, qui est partagé avec l'ensemble du groupe INSA, qui nous différencie de la plupart des autres formations d'ingénieurs. Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir. L'INSA Lyon peut-il être considéré comme le navire amiral du groupe des écoles INSA ? Alors on va le dire déjà de par sa taille, puisque aujourd'hui nous sommes à peu près 2 fois plus gros, nous sommes la plus grosse école d'ingénieurs en France, à peu près 2 fois la taille de l'INSA Toulouse qui nous suit, et puis après ça décroît assez vite, et puis nous sommes la toute première école créée. Il y a combien d'INSA au total en France ? Il y a 7 INSA en France, dont certains ont été créés assez récemment, 3 historiques, quelques transformations donc qui ont élargi le groupe. Lyon, Toulouse. Lyon, Toulouse et Rennes. D'accord. Voilà, et puis Rouen et Strasbourg, et puis plus récemment Centre-Val de Loire, et tout dernièrement l'INSA Hauts-de-France à Valenciennes. Très voilà. bien. Et alors l'INSA Lyon, c'est combien d'étudiants et quel budget à peu près ? Aujourd'hui, on représente 6 400 apprenants, 600 doctorants, 5 400 élèves ingénieurs. 1400 personnels et un budget d'environ 150 millions d'euros, beaucoup d'activités avec les entreprises, beaucoup d'activités contractuelles, une filiale, INSA Valor, une fondation. Oui. Beaucoup de formation continue aussi, oui. De la formation continue, alors insuffisamment, c'est un de nos axes de développement aujourd'hui au service des entreprises du territoire en particulier. Voilà, alors vous avez adopté récemment, donc tout récemment, un nouveau plan stratégique, Stratégie Ambition 2030, un plan issu d'une démarche prospective pendant 3 ans, de 2018 à 2020, un choix qui ne doit rien au hasard.
Alors effectivement, la méthode prospective a été développée, propagée en France par notre fondateur, Gaston Berger, philosophe, entrepreneur, directeur de l'enseignement supérieur. Cette méthode était pensée pour se projeter dans le futur, pour construire le futur, pour le penser et encore une fois, le préparer. Et cette méthode prospective, elle a été déployée à une échelle absolument inédite dans un établissement d'enseignement supérieur pendant quasiment 2 ans, sous l'impulsion de mon prédécesseur et jusqu'à ce que j'arrive. Voilà. Alors dans le détail, comment est-ce que ça s'est passé ces 2 années Alors ça a été, je crois, 2 années particulièrement intenses parce que c'est vraiment une méthode de co-construction. Ce qu'il y a de formidable, c'est que ça permet de mobiliser l'intelligence collective, de mobiliser la réflexion avec quasiment 1000 personnes qui ont contribué, alors à la fois issues de l'écosystème, de la communauté INSA, puis nos partenaires, les collectivités territoriales, des penseurs, C'est-à-dire des qu'à la fois invités. les étudiants, les professeurs, les enseignants, les personnels de l'école, et puis vous dites, oui, les entreprises, Des tout le entreprises, monde. des collectivités territoriales qui étaient présentes, et de fait une réflexion qui a mobilisé tous les acteurs pour penser l'horizon 2040. Que sera l'INSA dans un monde changé à l'horizon 2040 et quels sont les futurs possibles et surtout quels sont les futurs souhaitables. Donc des enjeux qui ont été identifiés, 9 enjeux clés sur, j'en donne quelques exemples, concilier excellence, diversité, massification. C'est adresser les enjeux d'un monde en mutation avec des enjeux forts autour du développement durable, la question de la responsabilité de l'ingénieur qui est au cœur du modèle d'ingénieur humaniste. Donc des questions très fortes. Alors vous dites horizon 2040, mais dans le titre, c'est horizon 2030 quand même. Alors absolument, parce que de cette réflexion de long terme, nous nous sommes projetés à un horizon qui est un horizon de plan stratégique à 10 ans. Et donc nous avons identifié quelles étaient les lignes de force qui nous semblaient nécessaires de mettre en œuvre à cette échéance de 10 ans dans cet horizon à 20. Alors si on essaye de retenir, vous les avez déjà un peu évoqués, mais les points forts de cette stratégie Ambition 2030. Alors c'est une stratégie que nous avons, et alors cette terminologie, c'est une terminologie qui favorise l'appropriation, que nous avons formulée en transition. Oui. Alors je crois que c'est un terme qui aujourd'hui... Hein, il y en a 5 transitions. Une transition énergétique, environnementale, écologique, dans laquelle nous sommes déjà engagés, dans laquelle nous avons été, je crois on peut le dire, relativement pionniers. Une transition sociale qui s'adresse à tout le corps social dans sa diversité, les étudiants, les personnels, les alumni. Une transition également qui fait écho à nos expertises, la transition numérique. Et tout ça a été pensé, j'allais dire, avant la crise sanitaire. Donc on mesure la pertinence de la réflexion sur ces sujets-là. Une transition de modèle économique, ça je crois que ça fait fortement écho aux réflexions que nous devons toutes et tous avoir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pense les modèles économiques des institutions, qu'elles soient publiques ou privées, de demain. Et puis une transition institutionnelle. Sur ce site de Lyon, j'entendais tout à l'heure que vous évoquiez l'actualité de l'Université de Lyon, les perspectives de structuration de l'enseignement supérieur, et puis au-delà, notre position vis-à-vis de nos partenaires internationaux, parce que l'INSA, et on le sait peut-être insuffisamment, est une tête de pont de grands réseaux internationaux avec des universités de technologie partout dans le monde, en Europe en particulier. Voilà, alors ces 5 transitions, vous allez les assumer en parallèle ou de front ou ensemble? Comment ça va se passer? Alors merci de poser cette question parce que je crois que c'est toujours la clé. Nous sommes tous convaincus qu'il faut sortir des raisonnements séquentiels et des plans qui adressent des parties restreintes quelque part d'ambition, de transformation, pour basculer dans une logique de transformation globale, de transformation systémique. On est très attaché à cette idée. Nous sommes dans un système complexe, nous sommes dans un monde complexe, on doit imaginer une transformation du système dans son ensemble. Donc ces 5 transitions vont devoir s'articuler, s'opérer, se décliner. Elles se déclinent en objectifs, elles se déclinent en programmes qui sont des portefeuilles de projets. Et notre enjeu principal aujourd'hui, c'est de faire adhérer l'ensemble de la communauté comme cette communauté a pu adhérer à la démarche prospective. Donc il y a un continuum dans cette volonté de co-construire, de mobiliser l'intelligence collective et puis de fabriquer aussi ce futur désirable aussi pour l'interne, dans l'adhésion, dans la compréhension, dans l'appropriation du sens
puisque c'est une transformation très ambitieuse. Oui. Et je crois que ces problématiques sont rencontrées par beaucoup d'organisations. Alors pour le déroulement de, j'ai envie de dire, de cette feuille de route, il y a la mise en place de GRANT, G-R-A-N-T, groupe d'animation des transitions. Alors voilà, je vois que vous êtes parfaitement briefé sur le sujet. Alors ça, c'est une innovation qu'on a imaginée pour répondre à une question simple. Comment fait-on pour que toute la communauté INSA sache s'approprier, puisse intervenir, puisse proposer des projets transformants dans le cadre du plan Ambition 2030. Donc, on avait besoin d'avoir des relais. Je disais, on est une maison, on est une grosse PME, on va dire, 1400 personnels, 6000 apprenants. Comment assurer les relais? Et l'idée a été de dire que chaque transition devait pouvoir être animée, devait pouvoir avoir quelque part des ambassadeurs, mais aussi des coordinateurs vers la communauté sur chacun des thèmes, avec une diversité de profils, d'expériences, de parcours qui est représentative quelque part de ce qu'est l'établissement, de ce que sont aussi nos ambitions sur chacune des transitions. On entend dire parfois que la France manque de femmes ingénieurs. Est-ce que vous le confirmez et comment faites-vous pour en attirer plus à l'INSA? Alors, la question de la diversité est l'un des sujets clés, vous le savez. On a été construit depuis l'origine comme établissement qui est là pour porter la diversité sociale et la diversité de genre. Bon, aujourd'hui, vous le savez, à peu près 28-29% d'ingénieurs en France. À l'INSA, nous sommes à plus de 40%. Le groupe dans son ensemble, l'INSA Lyon en particulier. Et ça, c'est le résultat d'une véritable réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour attirer des jeunes filles vers les métiers de l'ingénierie, vers les métiers de la technologie. Je crois que c'est un défi majeur pour les entreprises. Et puis, on ne transformera pas le monde avec seulement la moitié de l'humanité. Donc, on a absolument besoin de former toutes les intelligences, tous les talents. Et pour ça, il y a toute cette réflexion qui se construit aussi sur les modalités de recrutement. Et aujourd'hui, nous savons attirer, nous savons recruter des jeunes filles extraordinairement brillantes, je dois le dire, et qui viennent et constituent quasiment la moitié de nos promotions. Très bien. Alors, il y a les ingénieurs informatiques, télécom, il y a aussi les ingénieurs dans l'industrie. La reconquête industrielle, elle passe également par vous? Alors, en tous les cas, on en est un instrument. Vous avez raison de parler de reconquête. Je pense qu'aujourd'hui, tous les secteurs de l'économie ont besoin de forces vives nouvelles, ont besoin sans doute d'ingénieurs qui soient formés à les entraîner dans les transformations rapides qui s'opèrent. C'est exactement notre propos. Nous voulons former les ingénieurs qui vont savoir transformer les entreprises, on va dire aussi quelque part aussi pour transformer le monde face aux défis que nos transitions pointent, la transition énergétique, environnementale, écologique. Je crois qu'on est tous conscients que c'est une priorité absolue. Beaucoup d'entreprises éprouvent des difficultés à recruter alors qu'ils le voudraient. Est-ce que ça touche aussi les profils ingénieurs? Je crois que ça touche malheureusement surtout les profils d'ingénieurs de haut niveau, les très bons ingénieurs. Notre problématique est simple. Nous attirons un nombre croissant de talents parmi les tout meilleurs au niveau national. 18 200 candidatures pour 650 places. Ça vous donne un peu le niveau de la sélectivité. Et puis dans la faible capacité que nous avons à en former davantage. Ce qui veut dire qu'en sortie, on a à peu près 1200 ingénieurs, parce qu'on en recrute tout au long du cursus. Aujourd'hui, il y a une tension extrême. On voit bien que les entreprises ont besoin de davantage de talents bien formés, très bien formés, pour accompagner leur transformation. Et vous le disiez, la reconquête industrielle, mais la reconquête technologique de la France et de l'Europe. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Fotiadu, d'avoir été notre invité dans le Journal Écho. On se dit à vendredi prochain pour un nouveau Journal Écho. Un mot encore pour vous présenter Lyon Décideur numéro 21 du mois de décembre, avec une grande enquête sur les cyberattaques qui mettent les entreprises sous pression. Et puis avec ce magazine aussi, l'édition 2022 de l'annuaire des leaders qui comptent à Lyon, plus de 120 noms cette année, dont le vôtre bien sûr. Très bonne lecture, excellent week-end, merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.